qu'on vit, il y a trop de monde sur la Terre, c'est sûr, mais si on savait vivre. Ça fait longtemps, parce que là, il y aura pas Bon, OK. Le biologique, que ce soit en apiculture, en culture végétale, en élevage, dans le sol ou le microbiote de tous les êtres ou du sol, c'est une approche d'une vision, quasiment une approche artistique. Hein? C'est d'essayer de comprendre le cycle écologique, les maillons de la chaîne écologique et de s'y intégrer. On le comprend bien maintenant en forêt qu'il y a un lien entre la photosynthèse par les feuilles des arbres, les racines qui transportent les sucres synthétisés par la photosynthèse via les racines à un réseau mycorhizien de champignons, dans le fond. Le champignon qu'on voit, c'est la floraison du mycélium, qui, lui, est en lien avec les bactéries qui, elles, nourries de ces sucres végétaux, d'origine végétale, rendent les minéraux de la roche-mère disponibles aux végétaux dans un échange par le mycélium. Donc, la vie du sol, quand elle est complète, quand elle est diversifiée, quand elle est riche, variée, elle occupe le territoire complètement d'une saine flore, microfaune, microflore, bactérienne, etc. Ça ne laisse pas de place aux pathogènes. À partir du moment où la science a compris que les plantes sont nourries de sels minéraux solubles, on a bypassé la chaîne écologique du lien mycorhizien avec les bactéries pour attaquer des sels minéraux qui proviennent de carrières minérales avec des acides sulfuriques pour former des minéraux solubles directement assimilables par le végétal, comme si nous, on était nourris par intraveineuse plutôt que par le processus de digestion. Les bactéries sont autant notre système digestif que notre système immunitaire. Alors, c'est dans cette approche-là, en bio, qu'on essaye de supporter l'activité biologique du sol pour que cette vie-là fournisse les nutriments aux plantes, aux cultures végétales. Ultimement, des plantes saines vont nourrir des animaux d'élevage et produire des nectars qui vont nourrir, par exemple, les abeilles, tous les pollinisateurs, les pollens. Et puis, dans le cas des abeilles, les pollens, qui se trouvent être la semence mâle des fleurs, il n'y a rien de plus riche en protéines, c'est-à-dire en acides aminés, parce que les protéines, c'est un assemblage d'acides aminés. On n'est pas capable de digérer de la protéine. Nous, ou n'importe quel carnivore n'est pas capable de digérer de la protéine. Nos enzymes, les bactéries, notre microbiote déconstruit les protéines en acides aminés et on assemble les acides aminés en protéines selon nos besoins. La protéine, c'est comme des briques dans une construction d'une maison en briques. Ça en prend énormément pour ériger la maison. Quand on a fini de bâtir la maison, ça en prend pour l'entretien. Si on continue à rentrer de la brique dans le salon, dans la cuisine, dans la salle à manger, dans la salle de bain, c'est de la pollution, c'est une nuisance. Donc, ça demande énormément d'efforts pour évacuer ces affaires-là, pour gérer ces choses qui sont ces objets-là qui sont en trop dans l'espace qu'on veut habiter. Alors, c'est pareil, que ce soit pour l'élevage de quelconque animal ou la culture de quelconque végétal, il faut que supporter l'activité biologique pour avoir un microbiote sain, équilibré, varié, qui, lui, est garant de santé. La santé, c'est établi. La santé, les gens qui sont en santé chez l'humain, puis chez les animaux, la même chose, puis dans le sol, c'est pareil. Les êtres sains sont des êtres qui ont un microbiote sain, varié, riche, diversifié. Quand l'espace est occupé, je radote,
les pathogènes ne peuvent pas s'installer. Alors, quel est, dans le cas, moi, c'est en tant qu'apiculteur depuis 47 ans, on a cherché à comprendre quels pouvaient bien être les nutriments de l'alimentation appropriée pour les abeilles. Bien, c'est simple, c'est le pollen des fleurs. Le pollen d'une multitude de différentes variétés de fleurs qui sont visitées tout au long de la saison est inimitable. Les substituts de pollen ne peuvent pas féconder de fleurs. Il n'y a aucun savant avec autant de post-doctorat qu'on voudra qui a jamais inventé un substitut de pollen qui pourrait féconder des fleurs. Ça serait se prendre pour l'égal de Dieu, carrément. Alors, peu importe la conception qu'on en a. Donc, si on veut essayer de trouver des solutions en biologique, puis qu'on essaie de comprendre le système de fonctionnement de chacun des maillons de la chaîne écologique, on peut passer 10 vies, là, c'est très compliqué, mais de copier la nature, c'est pas chercher la productivité, c'est chercher à comprendre les conditions qui rendent la vie agréable pour l'être qu'on héberge, comme les abeilles, des vaches laitières, des chèvres, des moutons, peu importe, les cultures des végétaux qu'on cultive, comprendre quelles sont les conditions de vie idéales. Si la vache est heureuse dans son étable, qu'elle se fait masser, qu'elle peut se faire traire quand elle veut, comme si elle était avec son veau qui va téter 10 fois par jour, on ne sait pas, hein, au besoin, bien, finalement, on se rend compte que en ne cherchant pas la productivité, c'est plus productif. En ne cherchant pas à couper la terre à blanc pour maximiser le profit dans l'année où on fait une coupe totale, en jardinant la forêt, sur 40 ans, on récolte en volume et en argent 4 fois plus que les traitements sylvicoles des ingénieurs forestiers de l'université. Donc, autant qu'une coupe à blanc à chaque 10 ans, sauf que à la fin de la période, il y a une forêt où on peut sélectionner en coupe de jardinage, à gauche, à droite, un arbre par-ci, par-là, où chacun des bio vaut 1 000 $. Donc, on n'a pas besoin de couper une terre à blanc pour vivre la foresterie. On peut jardiner la forêt et être confortable. Pareil en apiculture, si on comprend les conditions de vie de l'abeille, c'est-à-dire que c'est un être qui vit à la même température que le corps humain, comme une poule qui couvre ses œufs, qu'on essaie d'ajuster la colonie pour qu'elle ait de la facilité à couver ses œufs, maintenir les larves et les nymphes dans le bon climat. Alors, c'est le contraire de presser le citron, c'est soutenir la colonie pour qu'elle ait la facilité à maintenir le bon climat pour le couvain. C'est-à-dire que, exemple, toutes les habitations humaines sont différentes, qu'on soit dans le nord de la Suède, au Québec, dans le nord du Québec, en Californie, en Afrique du Sud, dans les Antilles. Tous les êtres humains ont le même besoin physiologique. On vit à 37 degrés, on a besoin de nutriments, on a besoin de maintenir cette température-là. Si c'est trop chaud, on a besoin de se rafraîchir. Si c'est trop froid, on a besoin de bien se vêtir pour maintenir facilement cette température-là. Sinon, on consomme trop d'énergie, on s'épuise. Alors, l'abeille, partout dans le monde, c'est un bon système. Langstroth a compris le volume qu'une colonie d'abeilles pouvait occuper en Amérique, qui équivalait à une caisse de pommes. Et puis, il a mesuré l'espace abeille entre 2 rayons et il a conçu une ruche, boîte standard. Alors, c'est ça qu'on utilise, des boîtes standards pour le couvain, des 2 tiers pour le miel parce que c'est plus facile à opérer et à extraire. Donc, mais c'est partout dans le monde. Des boîtes en pin, 3/4 de pouce ou 7/8 de pouce d'épais, qu'on soit en Afrique ou au Québec. Alors là, maintenant, il commence à y avoir des gens qui comprennent que ça ne convient pas. Ma maison, ici au Québec, est isolée, contrairement
à la maison de mon beau-frère qui vit en Californie, qui n'est pas isolée. Alors, si on veut que la colonie soit confortable, que ça soit facile pour elle de chauffer un bon cubage pour les œufs, les larves et les nymphes, plus c'est facile de maintenir la température, plus la ruche va être prospère. On évite ainsi, quand la colonie est bien isolée, de tôt à la fin de l'été, à tard au printemps. Nous, cette année, on a enlevé les manteaux d'hiver le 24 juin. Bon, la région de Montréal, ça peut être un peu plus tôt. En Gaspésie, c'est jamais. Mais, donc, ça prend très peu d'abeilles pour maintenir une grande surface de couvain dans la ruche. Donc, c'est un cercle vertueux. Chaque fois qu'il y a une possibilité en avril ou en mai, les nuits sont fraîches, même encore les nuits étaient fraîches dernièrement, une possibilité pour les abeilles d'aller butiner des saules, des aunes, des noisettes, dans des moments où il peut y avoir 2 heures dans une journée, 3 heures, une demi-journée. Alors, ça prend très petit nombre d'abeilles pour couver des grandes surfaces de couvain. Donc, ça permet un développement exponentiel qui fait que la colonie peut très tôt, à la fin de l'hiver, se développer au point de pouvoir vraiment profiter de la richesse de la flore québécoise forestière, parce que c'est la flore forestière au printemps qui est la plus abondante. Puis la première, la plus abondante, c'est l'érable rouge, mais il y en a d'autres avant qui permettent de développer à la reine de ponte, puisqu'il rentre du pollen. Quand il rentre du pollen, ça stimule la ponte de la reine. Et puis, quand il rentre du pollen, il rentre du nectar aussi. Donc, l'apiculture bio se fait en permettant aux colonies d'abeilles d'avoir des réserves de miel et de pollen variées en tout temps de l'année, et puis en évitant la surconsommation qui provoque, c'est pas le miel qui provoque la dysenterie, c'est la surconsommation. Le fait que les abeilles que les colonies soient habillées très tard, en fin novembre, mi-novembre, fin novembre, début décembre, on en voit qui rentrent les ruches à l'intérieur ou qui abrillent les ruches en décembre, même des fois quasiment aux fêtes, là. La priorité des abeilles, comme de tout être vivant, c'est sa progéniture. C'est naturel. Donc, elles vont tout faire elles vont consommer tout ce qu'il faut consommer pour maintenir la température pour le couvain, pour que les larves, les nymphes et les œufs, s'il y en a, puissent se développer dans le bon climat. Et puis les abeilles se vident les intestins. Tout le monde est d'accord avec ça, que ce soit les exploitants conventionnels autant que les bio. Les abeilles, c'est une caractéristique biologique de l'être. Les abeilles se vident les intestins en vol seulement. Donc, à partir du moment où elles ne peuvent pas faire de vol de propreté, elles accumulent des déchets, puis ça peut aller au printemps seulement. Des fois, il y a des redoux l'hiver. C'est rare ces dernières années. Anciennement, il y en avait plus. Mais maintenant, c'est comme ça. Quel sera l'hiver prochain? On ne le sait pas, on le saura au printemps. Donc, que ça soit facile de chauffer nos maisons, que nos maisons soient bien isolées, à l'abri du vent, au soleil, c'est beaucoup plus facile de chauffer une maison qu'un bungalow sur le haut de la côte, exposé aux 4 vents. Hein? Donc, moi, si je manque de bois de chauffage, c'est au printemps. C'est pas à l'automne, quand mon shed à bois est plein. Hein? Donc, de ne pas comprendre les besoins physiologiques de l'abeille, on provoque une surconsommation, on provoque une usure prématurée de la colonie, des abeilles qui constituent la colonie d'abeilles, et on amène la colonie à des conditions de dysenterie au printemps, puis d'épuisement des ressources, puis d'épuisement de l'abeille elle-même qui a surconsommé. Nous, quand on pêche les ruches au printemps, on a plusieurs ruchers, on se dit « Coudon, il n'y a pas eu d'hiver ici ». Les ruches sont aussi lourdes en mars, avril, qu'à l'automne, quand on les a sous-pesées le 1er septembre. Ils n'ont pas consommé. C'était facile. La colonie,
les abeilles sont nombreuses dans la colonie. Une ruche pas isolée, ça consomme beaucoup. Une ruche isolée, ça consomme quasiment pas. C'est comme si on est un gros groupe de personnes à proximité. On dégage beaucoup de chaleur ensemble. C'est facile de maintenir la chaleur. Si on est au quatre vents, c'est impossible, comme les pingouins dans l'Arctique. Il faut faire une rotation. Mais donc, que ça soit facile pour la colonie de maintenir la température, fait qu'elle ne consomme presque pas. Ça prend peu de consommation par abeille pour maintenir, parce que la reine pond 12 mois par année. Très peu l'hiver. Mais la reine s'entretient une cohorte de jeunes abeilles qui sécrètent de la gelée royale dont elle est nourrie toute sa vie. Ça prend tout le temps des jeunes nourrices aux glandes hypopharyngiennes prêtes à sécréter de la gelée royale pour la reine. Et pour les jeunes abeilles, les jeunes larves, les 3 premiers jours de l'état larvaire, toutes les larves sont nourries de gelée royale. Le 4e jour, elles sont nourries d'un mélange de miel et de pollen. Le pollen, c'est la semence mâle des fleurs, ça inhibe la croissance des ovaires. Les ouvrières sont des femelles aux ovaires atrophiés. Comme ils n'ont pas de spermathèque rempli, si jamais elles pondent uniquement des mâles. C'est pour ça qu'on dit qu'une ruche est devenue bourdonneuse, elle a perdu sa reine, elle n'a pas élevé une autre reine. Alors voilà. Donc, l'esprit du bio, c'est ça. C'est comprendre les besoins à l'état naturel, à l'état sauvage d'une colonie d'abeilles et les imiter.